Voilà, et puis des applaudissements. Alors très rapidement, en fait, je vais passer la parole à nos invités qui ont accepté en fait, de venir échanger avec nous. Donc tout d'abord, Christelle Record, elle buzz dans l'Ariège en circuit court, elle va se présenter tout à l'heure. Christophe Rionneau, éleveur dans le Tarn, qui est à l'origine aussi du mouvement On marche sur la tête, qui nous expliquera voilà, les fondements, l'origine de ce mouvement. Et puis Benjamin Elizard, qui est éleveur aussi patrimoine d'ici, en circuit court. Donc, mais je passe tout de suite la parole à Christophe qui va peut-être revenir sur les origines de ce mouvement, parce que tout est parti plus tard, Christophe. Et bon nombre d'observateurs, de journalistes, de politiques se posaient la question là au moment où c'est parti. Pourquoi le Tarn pourquoi ce caractère aussi soudain de cette manifestation? Bonjour à tous. Ouais, donc pour les origines du mouvement, il faut remonter à la fin du mois d'octobre, où on se retrouve entre quelques responsables syndicaux. Donc je vais me présenter déjà, peut-être c'est préalable. Donc Christophe Rionneau, je suis éleveur dans le nord du département du Tarn. Je suis éleveur en bovin-viande et j'ai quelques responsabilités à côté depuis quelques années. Je suis co-secrétaire général, donc c'est la personne qui globalement s'occupe des manifestations au sein de la FDSE de mon département. Et je suis vice-président de la Chambre d'agriculture du Tarn depuis un mandat. Donc, fin octobre, on se retrouve entre responsables des manifs, entre guillemets, et on cherche quelque chose à faire avec, au fond, pas de grandes revendications techniques, mais plutôt une humeur qui nous remonte de plus en plus de la campagne et qui nous remonte de plus en plus des agriculteurs, qui est de dire, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux beaucoup ces temps-ci, c'est plutôt une parole de Dieu, ça. Moi, j'ai peut-être une dizaine d'années de retard, mais on en a gros, quoi. À un moment donné, on en a marre. Et il y a quelque chose qui ne va plus, on a beaucoup de mal à accepter notre condition, on a beaucoup de mal à accepter l'environnement médiatique, politique, qui parfois nous jette la balle sur beaucoup, et nous met en cause sur beaucoup de sujets, qu'ils soient de proximité avec les voisins, qu'ils soient environnementaux. Donc derrière d'autres agriculteurs qui ont un vrai souci de revenu. On en a marre de cette condition d'être en permanence avec le niveau de l'eau qui arrive sous le nez, et puis il y a un plan d'urgence qui arrive, on sort la tête, et c'est vraiment le sentiment que l'on a dans le département, qui, alors pour présenter le Tarn, est une petite France, avec à peu près tous les territoires, à peu près toutes les filières, de la montagne, de la plaine, de la céréale, de la viticulture, de l'élevage. Et donc on se dit, tiens, on a, allez, une petite France plus pauvre parce qu'elle est dans le sud, parce qu'on n'a pas les outils industriels, parce qu'on n'a pas le climat, parce qu'on a des sols quand même beaucoup plus compliqués à travailler. Mais dans cette petite France, on va aller trouver un message qui fédère tous nos agriculteurs et qui surtout leur parle. Et depuis la déclic, un peu un mois de brainstorming, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer d'afficher On marche sur la tête. Et donc on a commencé avec notre petit réseau d'agriculteurs à petit aller retourner les panneaux de nos villages en se disant on va afficher deux choses, on marche sur la tête, mais par contre on a un vrai amour pour notre territoire, on est des paysans, on a un vrai amour pour nos villages, donc on va cibler les panneaux d'entrée de nos villages et on va essayer de prendre derrière nous nos collectivités, nos maires, chose qui a marché quelques semaines plus tard, pour faire prendre conscience à tout le monde que l'activité agricole, l'économie agricole dans les territoires ruraux, ce n'est pas simplement l'intérêt des agriculteurs que de se poser les bonnes questions pour pouvoir la faire perdurer, mais c'est aussi une question existentielle pour l'ensemble des petites communes rurales qui ne dépendent en termes d'économie et en termes de vie au final, à 90%, que de ce qui se passe sur nos fermes. Donc voilà le message qu'on a voulu faire passer, on l'a lancé comme ça, on pensait fédérer nos Tarnais, in fine, quelques mois plus tard, je pense qu'on a réussi à fédérer bien au-delà l'ensemble des agriculteurs de France qui peuvent se retrouver dans notre message, et j'ai pu comprendre aussi certains de nos voisins européens. Et concrètement, comment s'est passée finalement la mise en musique et les répertoires d'action quand vous étiez sur WhatsApp ensemble, sur Facebook, vous échangez déjà sur votre condition, c'est parti sur les réseaux, si vous m'avez compris aussi. Oui, on s'est servi d'un truc. Quelques mois plus tôt, dans l'été, il y a un groupe de jeunes qui est rentré de boîte de nuit, Vive Jeunes, je ne sais même pas, et qui avait échangé les panneaux d'entrée des villages du département. Et ce truc-là avec un buzz énorme dans les médias, dans les médias locaux. Et du coup, nous, on a participé
on s'est dit, ben, pourquoi pas utiliser ces panneaux. On a fait un petit peu les choses en se cachant. Dans un premier temps, on est allé tourner les panneaux de nos villages et on l'a surtout pas dit aux médias, on l'a surtout pas revendiqué. Et puis, au bout d'une semaine, quand l'ensemble du petit microcosme tarnais se posait la question de est-ce que le verbe des panneaux était revenu et pourquoi, une fois que la sauce était montée, à ce moment-là, on a revendiqué, on a essayé de le faire de la façon la plus claire possible, en expliquant vraiment l'ensemble des axes qui, pour nous, aujourd'hui, semblent, dans les politiques agricoles en général, contradictoires vis-à-vis de ce que l'on demande de faire en tant qu'agriculteur et vis-à-vis du rôle que nous avons aussi à remplir l'égard de notre pays, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire, l'entretien des territoires, les enjeux économiques et, je l'ai dit bien sûr, les enjeux sociaux extrêmement importants si on veut maintenir de la vie sur les petits territoires. Est-ce que tu peux donner un exemple de contradiction que tu vis sur ta ferme? Non, mais la plus grosse pour moi, elle remonte avec Agilon, la montée en gamme et la montée en prix. Et in fine, on fait la montée en gamme depuis tout le temps. Alors, depuis tout le temps, ça fait 30 ans qu'on rajoute des normes sur l'agriculture, ça fait 30 ans que même nous, au fond, on cherche toutes les voies de progrès, d'évolution possibles. Et à aucun moment, on s'est posé la question de nous structurer le prix en passant. C'est ce qu'a voulu faire Egalim 1. Malheureusement, ce que l'on a vu avec la crise économique, ben, c'est que le gouvernement, les centrales d'achat et les grands distributeurs ont plutôt cherché à tirer les flux vers le bas. Et cette chose-là, pour nous, c'est la plus grosse des contradictions. On ne peut pas progresser si on ne fait pas progresser nos conditions. Et au final, c'est sans doute ça le plus fort du message qu'on a voulu faire passer. C'est le message sur les revenus sur l'agriculture. Je vais passer la parole à Christelle, peut-être, qui va revenir aussi sur voilà, les raisons de son engagement au sein de ce mouvement. Merci Christophe. Je repasserai la parole. Bien. Merci à tous pour votre soutien. J'apprécie beaucoup et on a la profession aussi, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. C'est tous les jours le soutien qu'il faut témoigner par votre action d'achat chez vos voisins agriculteurs, par vos décisions d'alimentation. C'est ça le soutien sur du long terme qui va être vraiment un vrai soutien pour nous. Je suis éleveuse sur la commune de Beauloup, en Ariège, c'est une petite commune. J'ai 40 vaches, je fais du veau sous la mer, c'est un produit fini, de qualité, que je vends directement sur un magasin que j'ai créé sur la ferme depuis 2021. Et le reste part à Rungis. Voilà, alors, je suis aussi élue à la Chambre d'agriculture de l'Ariège, je ne suis pas syndiquée. Je suis dans le syndicat, élu à la Chambre dans la majorité, mais je ne suis pas syndiquée. Et ce n'est pas pour ça que je ne porte pas la parole de la Chambre, je la défends. Mais je suis libre de mes actions et de mes décisions, et ça, j'y tiens profondément. Dans le mouvement, alors nous, chez nous, on est quand même. Excuse-moi, Christelle, tu as installé aussi une jeune ingénieure agro. Oui, deux sur tes clairs. Oui, alors j'allais y venir. C'était un peu. Alors, avant de parler du mouvement, alors, je continue plus sur la création de magasins sur la ferme qui est à 2 ans de vie, il est créé dans une roulotte. Il fait 20 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a clôturé l'année 2023 à 350 000 €. Donc, il y a vraiment de l'espérance et on se dit que le circuit court et le manger local est relié et que les gens qui sont là, les clients viennent vers nous. Donc, on continue et on persévère. Alors, moi, c'est une petite entreprise d'exploitation qui est sur 60 hectares. Et j'ai 40 vaches, mais j'ai de la place pour accueillir du monde. Donc, j'ai installé en mars une fille sur l'exploitation qui est ingénieure agro et qui a installé un premier lait qui transforme ses yaourts, déjà sa production sur les marchés locaux et dans mon magasin, bien sûr. Et là, on est en voie d'un deuxième projet avec une fille qui va s'installer, aussi ingénieure agro de la même promo, et qui va s'installer en cochon, certainement un cochon de lait directement vendu, un cochon de lait ou en viande fraîche sur les marchés. Voilà, donc ça c'est très positif pour l'agriculture et on voit que les jeunes comme vous viennent vers ce métier, donc c'est vraiment très encourageant et
et on n'a pas le droit d'arrêter d'y croire parce que vous êtes là et qu'on va vous hisser vers le haut. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment donné, tu t'es senti solidaire de ce mouvement, qui revient justement sur un certain nombre de difficultés aussi pour les circuits courts. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans ces mots d'ordre, dans ces slogans? Alors, à titre personnel, je n'ai pas le droit de me plaindre. Mon exploitation fonctionne. Ma production, c'est un peu une niche, donc ça va très bien. Je trouve tout, mais étant donné que je fais partie de la Chambre et que je vois beaucoup de difficultés sur le département, et notamment à chaque fois on vient en rajouter, et là notamment avec la MHE, où j'ai été touchée aussi, mais voilà, on ne peut qu'être solidaire, et je fais un gros travail social aussi sur le département, et on voit bien la détresse des gens, donc l'origine elle est diverse, ça peut être des mauvais choix à un moment, ça peut être des soucis personnels qui viennent s'engendrer à la ferme. Donc, on est solidaires et je trouve qu'on demande toutes ces normes supplémentaires qui viennent à chaque fois nous alourdir et rendre encore plus difficile le quotidien de nos collègues. Donc, je suis solidaire à fond, mais c'est vrai que je ne suis pas trop touchée par tout ça. Oui, c'est important parce que la profession, elle est quand même caractérisée par une grande dispersion de revenus, on reviendra là-dessus. Et on peut s'interroger aussi sur les raisons qui ont pu conduire certains, notamment dans le nord de la France, à rejoindre un mouvement. Voilà, c'est aussi pour ça que je posais cette question, mais on pourra revenir peut-être sur tout ça. Benjamin Izard, merci aussi d'être là. Tu es éleveur patrimoine d'ici à Toulouse, également à Circuit-Court. Oui, voilà, alors j'ai une structure un peu différente avec. Bon, je me suis installé il y a une douzaine d'années sur le RL familial et les parents, qui sont plutôt proches de la retraite aujourd'hui, ce qui me pose réellement de gros questionnements, avec une structure assez importante de 160 hectares, donc il y a à peu près 5 hectares d'herbe et le reste en céréales. Après, je vais vous dire, voilà, j'ai de multiples aspects, parce que toute la partie céréales, avec un terroir de débure dans le coin, est valorisé à un circuit long. La composterie, c'est fait comme beaucoup de locaux qu'on a, c'est des circuits classiques. Et après, toute la partie animale, donc une centaine de vaches de l'Aquitaine qu'on vient sous la mer, et 200 brebis en bergerie, et un petit atelier de porc qui sont essentiellement transformés à 95%, et basés sur des magasins en banlieue parisienne, donc à Belgorod, et aussi en centre-ville à Ferme-Altitude, et un magasin sur la ferme. Moi, je vais juste être un peu plus terre à terre et avoir des exemples. Le mal-être est multifactoriel. Déjà, ça fait bien longtemps que nos politiques ne croient plus ou ont des difficultés à nous mettre en avant. Les lobbies au sein des ministères, ça, il faut le savoir, sont très présents. On l'a vu il y a quelques années avec le lobby anti-viande, les lobbies écolos. Alors, sans nous faire penser positivement, certes, mais avant, on avait des lobbies agricoles. Je vais parler aussi des lobbies de la chasse, par exemple, très présents. Alors, cette bataille qui se fait où nous, on est très loin, et ça, je l'ai appris avec maintenant les années, on a quand même perdu cette bataille, ça, j'en suis quasiment persuadé. Et aujourd'hui, petit à petit, notre quotidien avait de plus en plus de difficultés. Derrière ça, s'est ajouté un contexte mondial avec le Covid, la guerre en Ukraine, où on nous a dit pendant un certain temps, non, vous êtes les meilleurs, heureusement que vous êtes là pour nourrir la France. Et du jour au lendemain, déjà, ça allait pas trop bien, on va dire, du jour au lendemain, tout s'évapore. Un libéralisme qui on va dire, on va en profiter aussi, mais arrive quand même au bout, où on se retrouve, par exemple, je vais parler moi sur la partie longue, parce qu'on n'en a pas encore parlé, du Bédur, où on a une norme où on dit qu'il faut réduire notre impact phyto. On n'est pas contre, enfin, franchement, moi, si on me dit demain, produit du bio et tu vas gagner ta vie facilement, mais
n'y a pas de problème. Mais on se retrouve en concurrence avec du blé ukrainien, du blé canadien, entre autres. Et Panzani n'a pas de scrupule de dire mais pendant le Covid, heureusement que vous êtes là, on met 300, 400, 500 euros la tonne, et toujours au lendemain, ah mais non, excusez-nous, il y en a au Canada, et en fait, on va revoir le contrat, en plus, vous n'avez pas de qualité. Donc nous, bon, en fait, on est le seul métier à mettre des sous sur la table pour produire quelque chose et ne pas savoir à quel prix ça va être vendu à la fin. Donc, déjà, partant de ce principe, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et bon, alors, on parlait d'exemples de quelque chose qui nous dit on marche sur la tête. On nous dit par exemple, j'ai parlé peut-être tout le monde, on va passer. J'ai des problèmes de régras dans mes parcelles. Bon, qu'est-ce que je fais? La meilleure solution économique, c'est le labourer. Ah oui, mais attendez, il ne faut pas labourer pour l'érosion des sols. Ah oui, mais attendez, d'un côté, vous me dites, il faut réduire mon impact phyto, donc je vais labourer. Et d'un autre côté, ah non, je ne peux pas labourer parce que ça érode les sols. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas longtemps, j'ai passé le CSP, Conseil stratégique phytosanitaire. Comme si on n'était pas assez bête pour même réduire l'impact des phytos. J'ai passé une matinée à rien faire, à me dire, à demander au formateur, oui, mais j'utilise tel produit, qu'est-ce que je pourrais faire contre? Bon, il n'y a pas de solution économique. D'accord. Donc, il faut réduire les phytos, mais il n'y a pas de solution en face. Et on aimerait réduire les phytos, mais il n'y a pas de solution en face. Que peut-on faire? Personne ne donne la solution. Mais derrière, attention, il faut réduire les phytos. D'accord. Bon, on va essayer de faire comme ça. Et en face, on a un prix qui chute, qui chute. À un moment donné, c'est vraiment très compliqué à vivre au jour le jour. Et sur la partie animale, même en étant en circuit court, les charges évidemment augmentées, à la fin, notre marge, elle est vraiment très, très compliquée parce que automatiquement, on le voit déjà, les chiffres d'affaires ont eu un impact avec la crise. Les portefeuilles se serrent, donc on achète moins. Vous l'avez senti dans la boutique? Bien sûr, ouais, bien sûr, oui, surtout à Toulouse. Ouais. Et ce qui fait que nous, derrière, si on met un prix, on en parlé des cas concrets, je prends de l'entrecote, on va la mettre à 25 €. Nous, on se base par rapport au prix des alentours. Si moi, demain, je dis je la mets à 30 parce que je peux vivre confortablement mieux, ou au moins vivre de ça, mais que derrière, personne ne l'achète parce que les 5 € de plus que le prix du marché, ça va marcher. Donc, on est face à des cas quand même assez compliqués. Vous êtes combien sur l'exploitation? On est en tout 4,5. 4,5 et vous tirez un salaire? Oui, mais le problème, c'est que, par exemple, il y a 2 ans, il a fallu qu'on passe un prêt trésorerie de 70 000 €. Alors, d'un côté, moi, j'ai une famille, j'ai un achat de maison, j'ai une voiture à payer, donc je suis obligé de me tirer un salaire, mais en fait, on fait un trou de ciseaux et à un moment donné, on n'y arrive plus et on demande de la trésorerie. Qui c'est que tu voulais rebondir? Après, je sais que j'ai une petite exploitation, que ça se gère peut-être pas de la même façon, mais cette histoire de prix, moi, ça m'a toujours interpellée. Et moi, je ne fais pas les prix par rapport à ce qui se passe au jour. Je fais un prix par rapport à ce que ça me coûte. Donc, je prends toutes les charges et je calcule mon prix. Et je n'ai jamais de problème. Le tout, c'est qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas expliquer aux gens le travail que l'on fait. Et moi, pour l'avoir testé, si on le sait, si on l'explique, ben, le client, il comprend, il va l'acheter moins. Mais, non, mais oui. Mais par exemple, quand Pauline, l'ingénieur qui calcule ses prix, elle dit, je ne peux pas, c'est trop cher. Mais je ne fais pas comme ça. Explique-moi combien ça te coûte et je vais te dire combien tu les vends. Elle les vend, elle n'en tient pas, elles sont à peu près 30 centimes plus chères que les autres niveaux, même le gabarit, etc. Elle n'en tient pas, elle finit son marché à 10 heures, elle rentre ses filles. Voilà, j'entends en fait qu'il y a des grosses productions, mais juste, c'est que déjà, tout le monde ne peut pas passer les circuits courts. Aussi, il ne faut pas dire que, par exemple, chez le boucher de la viande ou chez le fromager,
le fromage de l'Orient, parce qu'il y a certains accents qui ont été apostolés, eux qui ont été compétitifs, ils y arrivent, on se retrouve en concurrence face à un produit égal. Pour moi, c'est difficile de mettre au-dessus si on veut passer un minimum de volume. Alors justement, on va continuer par ici circuit court avec Cyril. Cyril, tu as fondé Winjat, qui est une boutique de producteurs située à Colomiers. Peut-être un mot sur ta trajectoire et puis nous dire en fait pourquoi tu partages aussi finalement les revendications et tu adhères à ce mouvement. Ouais, donc Cyril Picot, cofondateur du magasin Winjat à Colomiers. Je ne suis pas tout seul, c'est un magasin en circuit court et c'est aussi une cantine durable où on transforme tous les produits qui est dans la maison en assiette après et en traiteur également. Donc mon parcours, c'est que je suis fils d'éleveur du Gers. C'est comme ça que je suis arrivé à créer ce projet. Parce que depuis toujours, en fait, chez moi, on m'a dit à faire autre chose qu'agriculteur. Donc j'ai eu un parcours scolaire qui n'était pas du tout lié à l'agriculture. Et aujourd'hui, presque, peut-être que les choses feront que je m'installerai un jour, c'est mon idée. C'est un très beau métier mais qui est pas du tout assez valorisé. Et avec mes deux associés, qu'on a créé ce concept, l'idée c'était en premier lieu de rendre honneur au travail de nos parents, parce que c'est un métier très dur, très ingrat, avec lequel on a connu personnellement des hauts et des bas sur l'exploitation, avec des schémas un peu comme celui que tu l'as décrit, des circuits longs, des parents qui faisaient du lait de chèvre, le lait de chèvre, c'était pas la production la plus mal valorisée, elle était globalement toujours assez stable. Il y avait aussi des brebis, des vaches, de l'agriculture élevage. On a connu des périodes plus ou moins fastes. Et donc là, je suis dans le monde agricole. Et là, on vient aussi expliquer aux consommateurs plutôt urbains que de bien manger, ça a un goût. C'est la question centrale qui est là-dessous, en fait, parce que dans les premières heures, pour tout dire, moi j'étais assez inquiet de la tour, donc on ces mobilisations, pour avoir dire qu'il fallait des lacs partout et continuer de traiter, mais j'en ai pas autre chose. C'est pas du tout mon reproche, mais j'avais peur un peu que ça soit étriqué dans ces deux questionnements-là. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Il a très bien expliqué, du background, chez moi aussi, on me soulève cette problématique-là, on me dit qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire différemment, ou comment on fait différemment? Aujourd'hui, effectivement, le labour, ça reste incontournable à certains moments. Et finalement, ce qui est interrogé, c'est le modèle social dans lequel on veut vivre avec le coût de l'alimentation. La question du prix, elle est fondamentale, elle est centrale. Et oui, les politiques se sont désengagés de ce combat depuis longtemps. Et on ne fait croire que de manger, ça va toujours coûter moins cher. Alors, je ne sais pas ce qui se dit, parce qu'à force de dire, voilà, les articles et les autres, on sait finalement si l'alimentation française, je ne sais plus le dire en fait. Si elle est moins chère ou plus chère avec le reste de l'Europe, ça va être hyper compliqué, je crois, à lire. En tous les cas, ce que je crois, c'est qu'elle n'est pas assez chère pour les paysans français, ça c'est une certitude. Et certains consommateurs sont prêts à entendre ça, ils sont prêts à mettre le prix. Malheureusement, la majorité ne le sont pas. Et nous, dans notre stratégie de communication, parce que dans le projet de chat, il y a l'idée de faire vivre les agriculteurs et de nourrir le plus grand nombre avec des produits accessibles en plus. Ça fait vraiment partie de notre stratégie d'avoir des prix compétitifs. Heureusement, aujourd'hui, l'idée d'aller chercher au-delà des militants, des jeunes familles, enfin, le commun, en fait, moi, ma cible, c'est vraiment d'aller sortir l'acheteur du supermarché et de le faire changer de consommation petit à petit. Et bien, au niveau de ce public, au départ, notamment porté par la crise du Covid, parce qu'on a démarré en 2018, il y a eu une bulle là qui s'est créée. Alors, c'est super, c'est génial, on découvre le vrai du fromage, 600, etc. Et puis après, ça a été le tour de ma failli est passé. La failli est passée, ça a été hyper chaud. Comme tous les circuits spécialisés, les parents bio, on souffert de ça a été des cas de problème. Donc, c'est bon, le chiffre d'affaires chuté. Le chiffre d'affaires, on a réussi à le maintenir, mais avec beaucoup de communication, en allant chercher d'autres marchés, en développant du drive, vraiment en se bougeant d'abord. Et ça, c'est dommage, c'est ce que j'ai entendu là quand je suis arrivé. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Il faut se soutenir avec les agriculteurs, c'est pas juste se diriger. Quels sont les retours des consommateurs, des clients dans la boutique là, durant le mouvement? Est-ce qu'ils en parlaient ou pas? Enfin, oui, alors, on a un gros problème de consommation. On a accueilli 200 clients de plus la semaine dernière que le semaine classique. Donc ça, c'est très positif. J'ai juste peur que ça retrouve comme un vrai Covid.
Voilà, donc évidemment, on a surfé dessus en termes de com. Et puis, on avait cette idée-là, sur le fait que les gens étaient attachés ou pas à la culture, ça dépendait des moments. Alors, le citoyen français y est de par notre structure agricole, mais quand même, il est très préoccupé par la taille de sa voiture, la marque de ses baskets et par les vacances. En fait. Ça me dépasse un petit peu. Mais moi, ça me révolte en fait. Parce que là, ce qu'on est en train de perdre, c'est le fait qu'on ait de la nourriture française et même dans des assiettes. François, on depuis très très longtemps déjà. Et du coup, chaque année, en fait, François ne nous fait pas peur d'expliquer ça à nos consommateurs. Bien que chaque année, il y a toujours moins d'agriculteurs, mais ça va aller en fait. Donc là, il faut un sursaut collectif de chaque citoyen. C'est notre trajectoire sociale qui est en cours. Donc, on pourra en parler longtemps. Mais pour finir sur cette question de sensibilité du consommateur, à un moment donné, on passait beaucoup de temps à expliquer ce que faisaient les agriculteurs, à les amener sur le travail du sol, etc. Vraiment creuser certains sujets. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. En fait, j'ai dit à Madeline, qui était un collègue qui m'a accompagné, là, je dis, on arrête ça en fait, parce que les gens n'ont plus rien à faire. Sur les réseaux sociaux, etc., ça ne manque plus du tout. Et donc là, peut-être qu'on va pouvoir refaire un travail un peu plus qualitatif, mais on a traversé une période, là, pendant 2 ans, en fait, on communique avec des produits, des belles assiettes, des têtes d'agriculteurs. Voilà, si c'est pas un tracteur, bien mise en scène, Instagram en fond. Est-ce que c'est pas un problème justement la folklorisation de l'image des agriculteurs, justement, que l'on a les agriculteurs et les paysans à des images qui ne leur correspondaient pas? Est-ce que finalement on ne se met pas aussi Si c'est vrai, très probablement, mais on n'a pas su faire autrement pour le moment. Mais en tout cas, on a vu là, pendant l'après-Covid, tous les discours liés à vraiment les pratiques à l'école, etc., comment était produite l'alimentation, on intéressait plus les gens. Comment que les autres techniques que l'on a vues. Merci beaucoup Cyril. Avant de passer la parole à la salle, parce que c'est aussi pour vous qu'on organise ce débat, est-ce que vous voulez rajouter un point ou vous attendez des questions? Ouais. Allez, on y va. Qui se lance? Bonjour, merci à tous d'être là. C'était très intéressant. Donc, il y a différents profils d'agriculteurs, donc peut-être différents points de vue aussi. Si tu peux te présenter aussi pour… Donc, je suis Enzo, je suis étudiant à l'ENSAT en dernière année. Voilà. Alors, j'ai entendu que vous parliez du coup des normes écologiques et de qualité qui augmentent et les prix qui ne suivent pas. J'ai un petit peu suivi la mobilisation et les conséquences et le traitement politique aussi. Et j'ai vu que justement, les ministères, enfin, les ministres qu'on a vu à la télé, se sont jetés sur la question des normes écologiques, puisqu'on sait à quel point ils sont versés dans l'écologie, le gouvernement actuel, et ils se sont sautés sur la mobilisation, j'ai l'impression, pour revenir en arrière sur tout un tas de normes écologiques, etc. Enfin, ça a l'air d'avoir été leur champ de bataille, et ça a l'air d'avoir suffi avec quelques mesures compensatoires d'aide à calmer la mobilisation au niveau de la FNSEA. Et je me demande, est-ce que c'est pas un piège dans lequel vous êtes tombé, mais est-ce que c'est pas un piège politique, ce recul sur les phytos et les normes écologiques? Le piège politique sur la tournure qu'avait pris la mobilisation avec des blocages sur autoroute. Pour être très clair, nous on est des chefs d'entreprise, on a tous besoin d'action dans nos fermes. Tenir sur des routes jusqu'à ce qu'on ait des certitudes de l'orientation politique que va prendre Bruxelles, c'est juste impossible. Donc la mobilisation, elle n'est absolument pas étouffée, et je peux vous garantir que nous, en tout cas, on se pose la question d'action coup de poing pour continuer à exister. Là, je vais vous répondre sur la question des normes. Clairement, je pense que ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, c'est qu'on change le paradigme au fond des politiques agricoles. On déconnecte trop l'environnement de l'économie, du social. Portons une agriculture durable. C'est le message qu'on essaye de faire passer depuis très longtemps, et qui n'est absolument pas entendu. Personne n'est là à dire qu'il faut faire n'importe quoi avec la nature. Moi, je suis très clair là-dessus, et dans chacune de mes prises de parole, c'est notre avenir, c'est notre futur. On veut une vision longue et sur le temps long pour l'agriculture, et ça passera par, bien évidemment,
respect de l'environnement, respect de la nature. Ces choses-là, par contre, il faut les mettre en parallèle avec ce qui ont été dit, je trouve de façon très juste. C'est le modèle alimentaire. Comment on fait pour alimenter tout le monde? Donc, est-ce qu'on se ferme les yeux et on dit en France, on va faire de mieux en mieux et une agriculture très élitiste, mais par contre, ce soit une agriculture de niche. Donc, il faudra l'exporter, il faudra pouvoir la vendre aux classes sociales qui en ont le plus besoin. Ou est-ce que quelque part, même dans notre mode de production, ce qui induit à des coûts de production, c'est toutes les règles qu'on s'enlève, que l'on se met qui les induisent, et le coût de production doit correspondre à un prix. C'est comme ça qu'il faut que les choses fonctionnent si on veut que nos agriculteurs aient les revenus qu'il faut pour pouvoir décemment vivre, transformer et faire évoluer et faire les transitions qui nous attendent. Donc la question du prix, la question des revenus de l'agriculteur, elle est existentielle, elle est au centre de tout. Donc ensuite, une fois que j'ai construit ce modèle durable, bien comment on le met en parallèle avec les attentes de la société, et pas simplement en tant que concitoyen, mais aussi en tant que consommateur, dans l'acte de consommation. Et là, moi je rejoins totalement ce qui a été dit. Mais on a un travail énorme à mener sur l'éducation à l'alimentation. Oui, le budget, il est contraint, il est souvent, on le dit, la variable d'ajustement du budget des ménages. C'est là-dessus qu'on tamponne beaucoup plus que sur le téléphone. Moi, le premier, beaucoup plus que sur le portable, beaucoup plus que sur les fringues, beaucoup plus que sur le seul truc qu'on ne s'est jamais posé la question de l'inflation depuis à peu près 60 ans. C'est le coût immobilier dans les ménages qui a été exponentiel depuis l'après-guerre. Je n'avais posé la question de ça. Ce qui a toujours tamponné, c'est l'alimentation. Eh bien, dans la capacité qu'on aura chacun d'entre nous, quel que soit notre cas social, quel que soit, il va falloir qu'on arrive à produire en face de ce qu'il faut. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Donc, ce n'est pas revenir en arrière et faire n'importe quoi. Non, c'est adapter la règle à ce que l'on est capable de consommer. Et on est convaincu que c'est comme ça qu'on sera le plus vertueux possible sur les questions environnementales. Oui, du coup, Baptiste, je suis en étudiant en dernière année aussi à l'ENSAT. Et j'avais deux questions qui font un peu lien, enfin, aux remarques en tout cas. Et j'ai l'impression que, pour moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous défendez. Mais pourtant, j'ai l'impression que ce qui est porté par la SPNSEA auprès du ministère, c'est les réductions, enfin, pardon, les 4% de surface agroécologique, etc., qui justement rejoignent ce que vous dites sur prolonger une agriculture durable et qui sont essentielles à ce que l'agriculture puisse produire dans le temps. Si on les supprime, c'est quelque chose qui augmente à court terme, mais n'est pas de l'agriculture durable. Et j'ai l'impression que les revendications ont été moins portées sur la répartition de la valeur ajoutée ou la répartition de la part de l'alimentation dans le budget des ménages. Et du coup, ça vient un peu à... moi, mon impression, c'est que les agriculteurs ne sont pas bien représentés, notamment par la FNSEA au niveau du ministère. Que les besoins des agriculteurs ne sont pas, ne se traduisent pas dans ce qui est revendiqué auprès du ministère par les plus hautes instances de la FNSEA. Donc voilà, je voulais voir ce que vous en pensez. C'est plutôt une impression personnelle, mais. Du coup, c'est à moi de répondre à ça. Alors, qu'est-ce que je peux t'amener comme réponse sans tomber dans le politique? La première, c'est que ce qui s'est passé à Carbone, là, peut-être ici, puisqu'on a, je pense, plus ou moins, je parlais tout à l'heure des panneaux, l'exemple de la prairie qui est toute sèche et il manquait une millimètre pour que tout s'allume. Et je pense que ça s'allume à Carbone sur à peu près le message que tu fais passer. C'est-à-dire que, grosso modo, les gars, ce que vous obtenez techniquement, ça ne correspond pas. Nous, on est dans une crise qui est quasi existentielle. Et j'ai le sentiment, alors j'appelle souvent le pays de la chocolatine, donc un peu les 5 km autour de Toulouse, où c'est qu'on n'est pas vers la résistance agricole. Non, mais on sait qu'on n'est pas de vraies zones d'élevage, on n'est pas de vraies zones viticoles, on n'est pas de vraies zones de grande culture, on n'est pas. Et on est des zones de polyculture élevage dans une zone défavorisée. Et historiquement, quand on regarde la carte des revenus, qui est hyper intéressante, je vous la conseille, c'est l'INSEE qui fait ça, c'est le niveau de vie moyen des ménages agricoles. Et on voit que dans toutes ces zones un petit peu dites intermédiaires,
il y a quand même un souci de revenu historique et que ce qui a explosé là, c'est un ras-le-bol social. Il n'y avait pas que des adhérents. Non, non, mais c'est bien pour ça que je dis la remontée du terrain est un ras-le-bol social. Et maintenant, je vais te répondre. C'est qu'historiquement, les syndicats agricoles sont bâtis sur quelque chose de très technique. Quand une manif agricole portée par un syndicat sort, syndicat FNSEA, JIA, qui sont les représentatifs, c'est un modèle un peu de quand même discussion assez fréquente avec les ministères pour l'évolution des orientations. Ben c'est tout simplement qu'il y a déjà un gros travail technique qui est fait sur une norme, sur une règle et sur une taxe, sur un niveau de prix qu'on doit aller chercher. Ce travail technique, il est fait, puis on appelle les réseaux en disant allez dans la rue, maintenant il faut pousser. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Là, c'est les réseaux qui sont sortis dans le sud. Et moi, je parle vraiment pour là où le mouvement est parti. C'est le réseau qui sont sortis en disant oh, il n'y a plus rien qui va, regardez-nous. Et c'est vrai que les réponses qui nous sont faites, mais par le ministère, par nos instances parisiennes. C'est ce que l'on fait toujours en période de crise et ce qui pour nous manque à un moment donné, c'est que c'est des réponses par filière. Donc effectivement, quand tu es filière élevage dans la Normandie, ben, la question de la gestion des prairies, ça t'interpelle. Quand tu es, pour nous, pour le coup, la BCAE 8 et les 4% de la chair, même nous, on dit, si on pouvait nous laisser faire, je pense qu'il a fait tout à côté de moi. On est assez, je veux regarder l'Occitanie, regarder à quoi ressemblent nos terres, nos bosquets, nos trucs, qu'on ne peut pas intégrer dans ces calculs-là. On a sans doute la capacité sur nos élevages de faire des légumineuses, faisons confiance. Donc ça, c'est le message. Mais après, le deuxième truc sur ce que tu dis, les réponses qui nous ont faites sont des réponses par filière. Donc chaque filière peut aller piocher ce qu'il faut. Et c'est vrai qu'une fois de plus, et moi c'est l'analyse que je fais hier, même s'il y a des choses qui m'intéressent sur les clauses miroirs, sur la construction du prix de demain, qui je pense nous servira, une fois de plus, quand tu es un petit peu éleveur, un petit peu céréalier, un petit peu irrigant, un petit peu en bio, un petit peu en conventionnel, un petit peu... Ben en fait, tu as un petit peu de réponse, mais tu n'as pas forcément un plan de soutien à la hauteur. Mais aller demander un plan de soutien de territoire, c'est quand même quelque chose que, et nationalement, et que ce soit dans les ministères ou au sein des organisations syndicales, on a beaucoup de mal. Donc voilà un peu, si je dois te répondre au pourquoi. Oui, alors, je vais répondre de manière moins politiquement correcte, on va dire. La constitution syndicale française est vraiment compliquée. Et dans le sud-ouest, on a un syndicat majoritaire, FNSEA, qui est fort au sein du sud-ouest, mais qui n'est pas fort nationalement. On le voit en Haute-Garonne, par exemple, la chambre est JA. Donc, le syndicat majoritaire en Haute-Garonne, c'est les JA, c'est les jeunes qui ont une mouvance FNSEA dans l'ensemble, mais qui restent JA et qui s'assimilent souvent à du multisyndicalisme. On a d'autres régions où la FNSEA est très très forte aussi parce qu'ils ont des sous. Il faut pas, ça c'est clair. La Champagne a le plus de représentants FNSEA parce qu'ils ont du pognon. C'est tout. Voilà. La Bosse, pourquoi ils veulent débloquer Paris, ils sont sortis? Parce qu'ils ont des sous, ils ont des moyens d'action et ils peuvent le faire. Voilà. Et ils peuvent mettre en pression. L'élément déclencheur sur carbone, il faut savoir, c'est en partie aussi la MHE. Alors, le ministre était déjà venu. Clairement, ça n'avait rien fait du tout. Il les avait pris un peu pour des couillons en disant oui, attendez, on verra bien, il y a 2 vaches mortes. Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors que sur le terrain, c'était catastrophique. Et on s'est rendu compte que au sein de la FNSEA, mais pas que, d'autres syndicats, on nous laissait un peu faire dans le sud-ouest parce que c'était pas grave, c'était des vaches qui mouraient dans le sud-ouest. Et la grogne est montée de là aussi en partie au sein des éleveurs. Les plus touchés étaient les PA, on entend tout, malheureusement. Les Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège et Gers. Voilà. Ils se sont un peu groupés en disant attention, on n'est pas entendu parce qu'on était mal représentés.
il y a aussi un autre facteur, c'est notre faute aussi. C'est-à-dire que il n'y a personne qui veut y aller. Parce que souvent, c'est des réunions parisiennes, c'est beaucoup de temps, et il y a un manque d'engagement syndicalique au sein du syndicalisme, on va dire un peu d'orientation politique aussi, dans le monde agricole, du fait souvent de manque de temps et d'éloignement. Je vais réagir sur la MHE, en fait, parce que c'est vrai que ça a été pris à la légère et c'est pour ça que c'est monté quand même, parce que rien que l'Ariège, c'est 6 millions d'euros le coût de la MHE sur les élevages. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent sur des maladies et on ne nous met pas au courant. Alors, ça monte en Espagne, on sait que ça a mis une semaine pour traverser et personne n'a bougé. Il y a au niveau des Les GDS avaient alarmé. Oui, légèrement. Les GDS, oui, ils avaient alarmé, mais il n'y a pas eu de recherche, il n'y a quand même pas eu de travail pour vous préparer à tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes. Leur avenir en dépend, quoi. Donc, on ne peut pas, à mon avis, faut aller au-delà des décisions du syndicat et c'est pour ça que c'est arrivé, quoi. Mais bon, voilà, moi, je ne partage pas tout à fait les avis du niveau national, donc voilà. Oui, c'est juste un peu plus compliqué que voilà, un simple rapport de force entre une organisation qui est aussi protéiforme et plurielle, hein, contrairement à ce que vous pouvez penser. Les choses sont un peu plus compliquées en termes d'organisation, en termes de, finalement, type de revendication au sein d'une même organisation, hein, que j'avais tendance aussi peut-être à considérer comme uniforme en termes de point de vue. On va prendre peut-être 2 ou 3 questions, je vois l'heure tourner, et puis je voudrais peut-être aussi évoquer des points sur lesquels je suis revenu par ailleurs en conclusion, parce que je sais que le temps vous est compté aussi passer des cours, je crois, juste après. Donc, on va prendre 2 ou 3 questions et puis je passerai la parole. Oui, bonjour, Olivier, en dernière année à la MSAT aussi. Au cours de votre présentation, vous avez abordé le problème de la rémunération qui vient du prix de vente et de la chaîne de consommation. Vous avez évoqué comme une des solutions l'éducation du consommateur. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une utopie ou est-ce qu'on a vraiment de réels moyens, selon vous, pour parvenir à éduquer le consommateur de façon à ce que la consommation soit meilleure et que voilà, la part du revenu du consommateur n'aille pas forcément que dans des vacances ou que dans de la consommation dernier cri ou super. On prend encore 1 ou 2 questions. Là. Ici, peut-être. Bonjour, c'est Sarah, je suis jeune fille à MSAT et je travaille dans une collectivité territoriale sur la question de l'eau en agriculture. Désolée, on n'a pas encore parlé et c'est aussi des choses qui sont remontées. Et voilà, je voulais savoir votre avis, vous, un peu général, qu'est-ce que vous avez envie de dire des propositions qui ont été apportées en termes de trouver une solution. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Éducation, alimentation, eau. Bonjour, moi c'est Léa, je suis aussi en dernière année et je me posais aussi la question par rapport au syndicat parce qu'on parle beaucoup de la FSUA et des JA, mais j'ai l'impression que la coordination rurale avait lancé le mouvement au début et j'aimerais bien comprendre. Et aussi maintenant, la Confédération paysanne a l'air de s'engager. C'est aussi un syndicat qui porte des valeurs différentes. Je pense qu'ils ont une vision différente aussi sur les normes environnementales. Et du coup, j'aimerais bien savoir ce qui unit tout le monde. Et autre question, vous aviez un peu parlé des lobbies qui vous emmènent un peu et j'aimerais comprendre ce que ça voulait sous-entendre derrière. Merci. Je me permettrai de répondre à ta question là, sur l'agrégation du mouvement, la coagulation avec d'autres organisations syndicales. Je pense que c'est mieux que j'y réponde un peu. Ah oui, ça peut. Je pense que voilà, tu pourrais faire une situation de réponse. Voilà, je te redonne la parole et puis on passera à la synthèse. Alors, qui veut
Répondre à la question de la sensibilisation. Ouais, sur la question de la sensibilisation, vaste chantier, ça ne va pas se faire tout de suite, mais ça dépend de vous tous, du choix qu'on est prêt à faire tous ensemble collectivement. Il y a plusieurs idées qui sont avancées. Il y a quelques temps, certains ministres parlaient de remettre des cours de cuisine à l'école, c'est un élément central. Moi, ce que je crois, c'est que nous, en tant que commerçants, il faut qu'on redécompose nos prix, il faut qu'on respecte le prix, quoi. Il faut passer par ce travail d'affichette. Il faut expliquer ce que vous faites chez nous, avec le prix du haut. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit être encouragé par nous tous, parce que j'ai envie de poser une question, quelle doit être la suite de l'engagement après pour les agriculteurs, parce que tu n'es pas satisfait, globalement, c'est pas être en ballant, et comme tu l'as dit, satisfaire de 4% déjà cher à travailler pour l'année qui vient, je ne pense pas que ce soit un outil ou quelque chose de complètement abouti. Il faut aller plus loin que ça, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ensemble par la suite? La question, elle est là. Ouais, la cuisine, c'est quand même central dans tout ça, et de redonner de la valeur aux choses, en fait. Parce qu'on ne sait plus ce que ça coûte, en fait, le prix d'une tomate, une boîte. On ne sait pas non plus ce que ça coûte une boîte de Doliprane à la pharmacie, puisqu'on ne la paye pas, en fait. Il y a toute des questions comme ça où il faut qu'on réapprenne le vrai coût des choses. Juste pour ajouter un truc aussi, il y a une réelle transparence à avoir. Quand on va acheter des lasagnes surgelées, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, il y a la liste d'ingrédients, mais il n'y a même pas les origines. Ça, c'est un vrai problème aussi. De la transparence amènerait déjà une bonne solution. Et après, malheureusement, s'il faut passer par le portefeuille, on a vu l'écotaxe, ça a été un flop, mais pourquoi on ne peut pas avoir une taxe sur la malbouffe et valoriser ce qui est produit de la bonne manière? Je voudrais juste repréciser et en face alimentation, j'aimerais que tu mettes le mot santé. Et j'aimerais que vous mettiez ça en fait, parce que c'est fondamental. Bien manger, c'est être en bonne santé. Et on le voit, hein, ça s'entend de plus en plus. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, donc j'y reviens, je l'ai déjà dit, mais c'est à nous à faire une vraie communication. Le client, quand il vient chercher un produit, quand il vient à la roulotte, il vient chercher du fromage que je ne fais pas, il vient chercher l'histoire. Et l'histoire, c'est à nous de la raconter. Et ça, c'est important. Et c'est là-dessus qu'on convainc les gens, et c'est là-dessus qu'on leur explique et qu'ils nous font confiance. C'est juste une histoire de confiance et de dialogue. Mais il faut prendre le temps de le faire. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que ça ne viendra pas d'en haut, clairement, et c'est la demande qui conditionne les marchés. Donc on va se battre, il faut se battre pour les accords de libre-échange, les clauses libre, etc. Et bon, ça fait 40 ans qu'on dit ça, en fait, quand on entend ça, et derrière, chaque député à Bruxelles, il y a, je ne sais pas combien, on serait pas souvent dans une liste, mais c'est au moins 5 ou 6 personnes à chaque député d'équivalent. Donc vous imaginez la force de frappe qu'ont aujourd'hui les entreprises multinationales. Donc ça passera par la demande, en fait. Si vous ne mangez pas de tomates en janvier, l'année prochaine, il n'y en aura plus au supermarché, en fait, tout simplement. Sur l'eau, vous l'avez justement dit, c'est un sujet tellement important, surtout au pays de la chocolatine, donc globalement en Occitanie, on sait qu'on va être en première ligne demain. Et aujourd'hui, d'ailleurs, si on regarde ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, en première ligne face au changement climatique, et notre capacité à continuer à produire de l'alimentation passera par notre capacité à bien gérer notre eau. La gestion. C'est pour ça que derrière, il y a eu aussi ces questionnements sur les zones humides, il y a eu aussi ces questionnements sur la loi de juin 2021. Ça passera par notre capacité à faire du stockage. Parce que là-dessus, clairement, on ne pourra pas. Mais une fois que j'ai dit ça, il n'y a aucun souci pour travailler sur une meilleure gestion des sols, pour travailler sur une meilleure efficience de l'eau, pour travailler sur une meilleure, plus d'économie de flotte sur nos réseaux. Que ce soit nous en tant qu'individus, que ce soit moi et mes collègues en tant qu'agriculteurs, que ce soit l'industrie, que ce soit... Cette question de l'eau, elle va être centrale dans les années qui viennent. Posons-nous autour d'une table. Il n'y a pas de guerre de l'eau à avoir. La guerre de l'eau ne sera la résultante d'une très mauvaise gestion et d'une très mauvaise anticipation de nos politiques publiques. Donc, anticipons, faisons bien, faisons mieux,
quand j'ai donné tous les aspects de la flotte, je n'ai donné que les aspects économiques. Je voudrais en noter un qui, pour moi, et pour être du temps, et pour voir ce qui se passe à Sridens en été, quand c'est sec, globalement 3 des 5 derniers étés, il n'y a plus un brin de vie dans la rivière. Si à un moment donné, il n'y a pas l'étiage qu'il faut, si à un moment donné, il n'y a pas les soutiens qu'il faut pour maintenir un niveau minimum et un débit minimum dans nos rivières, mais l'environnement aussi il reste. Donc, dépassons les postures idéologiques pour avoir été et pour être dans le projet de territoire que l'on fait autour de la vallée du Tescou, quand on en parle autour d'une table, entre acteurs locaux, en connaissance de cause des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, et on se dit, mais d'accord, une fois qu'on sort de là et qu'on rentre dans de dogmes politiques, on se fout sur la gueule. Mais ne faisons pas de la politique, faisons du territoire. Et clairement, pour te répondre sur la suite, je m'étais noté 3 trucs, mais peut-être que le plus important, c'est celui-là. C'est d'abord, prenons le temps d'analyser ce qu'a annoncé le Premier ministre hier. Et je pense la question des clauses miroirs, pour moi, la question de la protection un petit peu meilleure, et arrêter de mettre en pâture l'agriculture européenne chaque fois qu'il y a moyen d'aller vendre, désolé, à Toulouse, mais d'aller vendre des avions, d'aller vendre autre chose à l'extérieur. On n'est pas une monnaie d'échange. Donc, il y a un moment donné, il va falloir protéger. Les clauses miroirs, on ne rentre pas ce qui ne correspond pas à nos normes de production, qu'elles soient environnementales ou sociales. Bon, partant de là, je pense qu'on va être sur le même pied d'égalité. On pourra rehausser le niveau économique de nos agriculteurs et leur permettre des bonnes transitions. Donc ça, c'est un sujet. Le deuxième, pour moi, et c'est la suite de ce que je viens de dire, pour moi, il ne faut pas trop attendre dans nous. On ne peut pas dire, ouais, les gars, coucou, on est là. Non. Ressaisissons-nous en tant que territoire. Ayons une capacité à analyser, et je trouve que le travail de François là-dessus est excellent pour nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Ayons une capacité à comprendre demain, à mettre en place les bonnes politiques publiques, pour que, en tant que territoire, en tant que filière, quand on est dans le sud, on soit capable demain de faire encore de l'agriculture et de faire. Je pense qu'il y a 2 sujets, c'est bien revendiquer, mais c'est aussi bien construire derrière. J'ai 2 minutes, donc très vite. Je voudrais juste dire que nous, c'est un bien commun. Elle est multi-usage. On est tous là, utilisateurs de l'eau à un moment dans sa vie. Il n'y a pas que l'agriculture qui prend de l'eau. N'oublions pas ça. Et il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place. L'eau, on la regarde tomber, on ne s'en occupe pas. Mais on est aussi bloqué par des environnementalistes très convaincus et on ne peut pas avancer en matière de réserve d'eau. Donc ça aussi, ça existe. Il y a une vraie question. Alors, juste, on va essayer de synthétiser en fait l'ensemble des propos. Je m'excuse parce que je vais être forcément un peu caricatural, mais je vais revenir sur un certain nombre d'éléments si ça veut bien fonctionner avant de se séparer. Je ne sais pas comment c'est. Voilà. Hop. C'est celui-ci. C'est là, c'est la région. Ouais, c'était pas le bon écran. On va juste essayer de faire une. Voilà, la seconde. Celle d'après. Voilà, super. Je vais essayer de revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués, que j'ai pu également évoquer par ailleurs, vous le savez. Je pense que ce malaise, il est persistant, il est protéiforme. C'est aussi l'histoire agricole française qui peut, du moins, être qualifiée de l'histoire d'un malaise. En fait, ça traverse ce malaise paysan, l'histoire de la Ve République, vous le savez. Mais aujourd'hui, ça ne s'inscrit pas uniquement dans un face-à-face avec l'État. On le voit bien, hein, il renvoie aussi à l'arrivée de nouveaux protagonistes sur les scènes, dans les scènes du politique, et notamment les ONG, les consommateurs. Et c'est quelque chose aussi qui contribue à ce qu'on peut appeler une crise sourde aussi, qui dissimule aujourd'hui, on pourrait appeler un sentiment, non pas de désamour, mais peut-être de méconnaissance, puisque finalement, on voit bien que ce mouvement a été largement soutenu, mais il fait écho finalement à la volonté des agriculteurs, on l'a entendu, de mieux expliquer aussi un métier de plus en plus complexe. Et oui, expliquer la technique agronomique, c'est pas simple aujourd'hui, et on se réfugie parfois un peu dans les images folklorisantes, et on assiste très souvent aux paysans, aux agriculteurs, des images
bien, un peu fantasmée, qui ne correspond pas à leur réel. Et c'est aussi ça, peut-être, qui est au cœur de cette crise. Donc, une crise de sourde, avec des agriculteurs, finalement, qui ne parviennent pas aussi, vous l'avez souligné, à anticiper, se projeter dans l'avenir. Et c'était très vrai, notamment sur les barrages, avec ces slogans, mais au-delà des slogans, ces mots d'enfants, ces mots de femmes, de conjoints, vous le savez, hein, qui font l'essentiel du revenu aussi d'une exploitation agricole. C'est peut-être aussi les conséquences de ce qu'on a appelé avec Bertrand Hervieux et puis d'autres chercheurs une révolution invisible, c'est-à-dire finalement une révolution qui a du mal à être nommée, qui est celle aussi de l'exploitation familiale, dans laquelle l'avenir agricole est de plus en plus incertain. Et ce qui se dessine aussi entre eux, peut-être à travers ce mouvement, et ça a été aussi, je pense, partiellement entendu par certains, eh bien que finalement l'avenir agricole pourrait se faire sans nous. C'est aussi ce qui se situe, ce qui se joue dans ce conflit. Finalement, il y a ceux qui, comme en Occitanie, passeraient à côté finalement du développement, et puis les autres. Ceux qui peuvent non seulement anticiper la norme, mais aussi la construire. Et puis, on s'interroge beaucoup, hein, dans les médias, j'ai été souvent interrogé sur le fait que pourquoi des Bosserons allaient rejoindre des Occitans, alors que dans l'échelle des revenus, ces agriculteurs sont extrêmement diversifiés et puis dispersés. Vous savez, hein, les écarts de revenus vont de 1 à 5, on l'a souligné tout à l'heure. Malgré tout, il y a une même fragilité. Cette fragilité, on voit aussi aux travaux qu'on a pu mener ici dans l'équipe, au sein de la chaire Germia, c'est la fragilité aussi de cette exploitation familiale qui a de plus en plus besoin d'avoir recours à de nouvelles formes d'organisation du travail. C'est ça aussi peut-être qui se situe en creux de l'explication autour de ces injonctions qui sont jugées contradictoires, parce que finalement, on a aussi des exploitations qui se sentent fragiles à la fois humainement, fragiles économiquement, fragiles aussi techniquement, parce qu'on n'a peut-être pas forcément toujours les outils technologiques pour faire face à ces impasses. Tout ce slogan un peu on marche sur la tête, hein, ça a été souligné tout à l'heure par Christophe, un slogan qui parle à tous, et une profession, on l'a pas suffisamment peut-être dit tout à l'heure, qui s'entend dire vous ne faites pas suffisamment pour l'environnement, mais qui est percutée de plein fouet par la question environnementale. J'étais pas plus tard que lundi dans les Pyrénées-Atlantiques et des éleveurs me disaient mais en fait, si on est monté sur les barrages, c'est aussi parce que nos brebis ne pissaient plus le lait qui crée la valeur et qui nous permettait en fait d'avoir une trésorerie suffisamment consolidée. Et c'est aussi parce que depuis des mois, finalement, bien les agriculteurs étaient les premières victimes du changement climatique, bien que ce mouvement a pu apparaître comme soudain. Avec un sentiment même de résignation, hein, si vous prenez le cas des viticulteurs en Languedoc qui ont vu leur vie en fait brûler, hein, on peut parler finalement d'une sécheresse qui a conduit aussi à un sentiment de résignation dans ces zones viticoles. Des normes aussi, et un débat sur les normes qui ne renvoie pas simplement au rejet de la norme. Les agriculteurs, je soulignais hier soir aussi, dans le cadre d'un débat, sont producteurs de normes. Je pense que les normes ont su protéger les agriculteurs. Pendant le cas des cahiers des charges, AOP, IGP, on le voit, les agriculteurs non seulement produisent de la norme, mais coproduisent de la norme avec les services de l'État aussi. Donc, c'est pas forcément peut-être la norme qui est un problème, vous l'avez très bien dit, mais c'est la capacité finalement à prendre en charge une nouvelle exigence, non pas normative, mais une exigence administrative. Et l'objectif peut-être de même, c'est de redonner du sens aussi à ces normes, c'est-à-dire du sens agronomique, du sens social, du sens économique. Et là, pour le coup, je pense que les ingénieurs agro que vous êtes sont convoqués, parce que vous êtes aussi des passeurs, vous êtes des passeurs de sens, vous pouvez aussi contribuer à expliquer le sens de la norme, non seulement aux agriculteurs, mais aussi à ceux qui consomment. Et là, je pense qu'il y a un enjeu aussi pour vous, hein, en termes de dialogue avec ces parties prenantes. Pourquoi? Parce que finalement, la norme, c'est souvent la forme de la norme qui prend le pas sur le fond. Et c'est vrai que quand on discute avec des agriculteurs, ils disent, mais elle n'est pas adaptée à ce que nous sommes. Et puis, pour terminer, peut-être un des éléments aussi assez central de cette crise, de cette colère, c'est une crise de confiance à 3 niveaux. À l'égard peut-être de certains politiques, mais aussi à l'égard de, je dis bien, certains industriels et GMS, et puis à l'égard aussi de certains voisins qui n'acceptent pas non plus qu'un agriculteur puisse porter le projet d'entreprise qui est le sien. Et ces projets d'entreprise, vous le savez, il ne faut pas être caricatural, c'est pas simplement des projets agro-industriels, c'est aussi des projets artisanaux, des projets commerciaux, des projets patrimoniaux. Donc là, il y a aussi peut-être finalement pour essayer de lutter contre ce sentiment d'être une variable d'ajustement, il y a à reconsolider les termes d'un contrat social avec ces agriculteurs, ces consommateurs, ces industriels et ces pouvoirs publics. Et vraiment, je tenais à vous remercier toutes et tous d'avoir pris le temps justement de vous poser aussi avec nous pour non seulement entendre ce qu'était
finalement le fond peut-être aussi du problème, cette lame de fond. Hein. J'espère que on va résoudre au moins partiellement un certain nombre de questions qui sont sur la table. Et malheureusement, c'est vrai que c'est pas évident de trouver une réponse politique aussi simplement aujourd'hui. On a 398 000 chefs d'exploitation. Vous savez que 200 000 d'entre eux vont partir à la retraite là, dans les années qui viennent, avec une grande diversité de stratégies, de situations sociales. Voilà, donc peut-être qu'un seul instrument politique public ne pourra pas tout résoudre, mais finalement, vous êtes les exemples de ce qu'il faut faire aussi, c'est-à-dire aller à la rencontre aussi de ces publics agricoles qui se sentent méconnus. Merci infiniment à toutes et à tous. Bon, mais simplement vous remercier et en tout cas vous souhaiter bon courage dans vos études, parce que le monde agricole pour civilisation, on a besoin de ces ingénieurs pour porter, je pense, l'ensemble avec les idées transition, une évolution et des vulgarisations qu'il devra amener à nos campagnes. Merci.